Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Fabien Major est planificateur financier. Salut Fabien. Salut. Cette semaine, on a vraiment un bon exemple quand on dit souvent que la bourse, c'est en montagne russe. C'est-à-dire autant où on a des journées dans le rouge, mais dans le rouge foncé, puis là, whoop, hier, ça a rebondi. Ah oui, vraiment spectaculaire. À Wall Street, le Dow Jones plus 1,2, le Nasdaq quasiment 3% d'augmentation. C'est Microsoft, l'action s'est envolée et puis ça a contaminé le reste de manière positive. Les prévisions sont optimistes aussi et les semi-conducteurs, encore une fois, cette semaine, c'est le chaud, le froid, assez spectaculaire, merci. Mais une nouvelle négative, on en parle des fois, les nouvelles négatives peuvent avoir un poids positif et on a su que le PIB américain, au deuxième trimestre, il a ralenti. Annualisé, c'est quelque chose comme 1,5%. 1,5%, c'est relativement faible. Et si l'économie ralentit, ça rapproche peut-être d'une stagnation du taux directeur, peut-être une baisse éventuelle, mais certainement pas une hausse à court terme. Et c'est justement la réaction générale des marchés. Ils ont vu ça, ils ont couplé avec la nouvelle de Microsoft. Alors, l'humeur était optimiste hier. Et puis au Canada, bonne nouvelle, les régimes de retraite à prestations déterminées ont réalisé un rendement médian de 6% sur leurs actifs dans le deuxième trimestre. 6% pour une moitié de l'année. Si on fait un copier-coller pour les 6 prochains, peut-être se fera aux alentours de 10-12%. On se croise les doigts. Russell Investments? Oui, c'est une filiale de la Bourse de Londres. Russell Investments, ça fait 13 ans qu'ils font une analyse pour savoir à quoi ça sert un conseiller? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un planificateur qui nous suit pendant des années? Eh bien, pour l'année 2025, on a estimé que l'apport du conseil, c'est près de 5% par année. Et là, il y en a qui Fabien, vont reculer sur leur chaise. Fabien, 5% par année qu'on fait de plus lorsqu'on a un conseiller financier, même si on lui paie des frais. C'est ce que je comprends? Exactement. C'est que, oui, on est surpris de ce chiffre-là, mais il faut le décortiquer parce que le plus bel exemple que je pourrais donner là-dessus, c'est des bénéfices qui débordent le rendement et le choix des investissements. Petite histoire. J'ai eu connaissance d'un jeune héritier. Sa grand-mère lui a légué 500 000 $, tout un héritage pour partir dans la vingtaine. Et il a hérité dans les faits d'un immeuble, mais le liquidateur a choisi de vendre l'immeuble avant de remettre l'argent aux jeunes sans le consulter. Et l'histoire là-dedans, c'est que le testament qui a été consulté par le planificateur, on a remarqué qu'il n'y avait pas de mention de l'impôt, ce qui fait que dans la situation, l'impôt était à la charge de la succession et non aux jeunes. Alors, en quelques mois, il a obtenu 44 000 de plus parce que le planificateur a dit non, il y a un problème dans l'exécution testamentaire. Et c'est le genre d'exemple qu'on peut voir justement en suivant une famille. Il y a un actif supplémentaire qui vient des fois par la bande et c'est comme ça. On a souvent parlé aussi de l'accompagnement comportemental. Russell l'estime à 2,3 par année. Ça, c'est assez pour wiper les frais que ça coûte. Et ensuite, l'impôt, bien sûr. Et puis, il y a la planification du patrimoine avec la famille. Mais tout ça, c'est important de mentionner afin que une majorité de conseillers au Canada ne sont pas payés à commission. Alors, faut s'enlever de la tête que diriger vers les fonds communs ou diriger vers des produits plus payants que d'autres, ça, c'est un mythe tenace, mais c'est un mythe maintenant. Peu importe ce qu'on utilise dans le portefeuille, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de rendement qui est relié directement à un bonus pour le conseiller en utilisant des produits. Ça, c'est dans le secteur des valeurs mobilières. Mais Fabien, ton exemple, il est intéressant parce que là, c'est très à la mode d'avoir un discours. Il y a plusieurs chroniqueurs qui insistent là-dessus, des auteurs aussi en disant pourquoi vous payez là 2-3% de frais de gestion à votre gestionnaire de portefeuille, à votre planificateur financier quand... Exemple, vous pouvez faire avec un petit peu là, de notions financières. Vous placez ça dans un fonds négocié en bourse à 0,2% de frais. Vous allez reproduire, disons, le marché. Prenons le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous placez ça dans un FNB, un fonds négocié en bourse qui suit cet indice-là. Ben, tu sais, vous allez faire à peu près le même rendement de votre conseiller financier, puis vous allez garder 2% de plus dans vos poches. Ce que le Russell Investment nous dit ce matin, c'est attention, là.
Il y a une Il n'y a pas nuance. que ça. Oui, oui, grande nuance. Et l'Angleterre, d'où part le sondage, parce que Russell est une filiale de la Bourse de Londres, il envoie de toutes sortes. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui investissent directement. Et le Commonwealth, en général, à l'exclusion du Canada, ils sont très, très proactifs en ce qui concerne les lois. Et dans beaucoup de ces pays du Commonwealth, on voit qu'il n'y a plus de commission possible. Ça n'existe plus. Et c'est tout simplement un accompagnement à honoraires basé sur la valeur de l'actif, ce qui fait que les conseillers maintenant ont un grand avantage et intérêt à ce que leurs clients aient des rendements de manière continue et juste suivre l'impôt. Je pense que ça, c'est primordial. On peut faire des économies d'échelle substantielles qui valent en masse les frais, mais il faut s'enlever ça de la tête, là. Les 2-3% de frais de gestion, ça fait partie du passé, là. Pour trouver ça, franchement, il faut gratter très creux, là, puis évidemment, c'est à dénoncer. Olivier Prémaux et Mark Carney. Oui, je veux parler de lui parce que Olivier Primo a eu beaucoup de succès avec une publication où il disait que 90% des titres détenus dans le portefeuille de Mark Carney sont américains et ça doit vraiment le disqualifier d'être un politicien qui a de l'allure et qu'on doit prendre exemple. Il faut prendre ce genre de poste-là avec des pincettes et c'est dommage qu'un homme d'affaires comme Olivier Primo soit tombé dans le piège parce que dans le cas de Mark Carney, là, ce qu'on sait, la divulgation publique montre qu'on sait le nombre de titres qu'il a, mais jamais la pondération réelle en dollars. Alors, si on dit, par exemple, 90% des titres détenus par Mark Carney sont américains, mon exemple fictif, quoi j'ai pensé tout de suite, c'est qu'il peut avoir 90 000 $ répartis dans 90 actions américaines et 20 millions dans 3 fonds indiciels canadiens. Et on pourra, encore là, monter aux barricades en disant « C'est effrayant, il y a bien trop de titres américains. » Dans le nombre, c'est vrai, mais dans le dollar, ça, on le sait pas parce que les données ne sont pas disponibles. Alors, conclusion, c'est un scandale qui repose sur des données incomplètes. Mais Fabien, quand on regarde, là, parce que ça avait été très critiqué, là, parce que c'est bien beau là, d'avoir un premier ministre PDG là, ici, là. Sauf que il faut qu'il y ait, tu sais, une espèce de muraille là, entre ses actifs et après ça, à partir du moment où il devient premier ministre. Alors, ce qu'on appelle une espèce de fiducie. Hein, sans droit de regard. Fonctionne, sans droit de regard. Et le mot le dit, sans droit de regard. Donc, mais Carney, il s'en souvient ce qu'il y a dans son portefeuille. C'est sûr. Ben, sûr. Moi, je sais aujourd'hui, ce matin, ce que j'ai dans le mien. Non, mais si moi je le sais, Carney le sait aussi, là. Oui, effectivement. À moins qu'il y ait une situation tellement complexe, une nébuleuse, mais on voit ça plus chez les milliardaires que les simples millionnaires. Oui, il doit savoir. Mais il y a quand même certaines limites à ces fameuses fiducies-là. Sans droit de regard, on comprend que c'est qu'il peut pas faire... C'est pas lui qui va faire les prochaines transactions, mais les transactions qu'il a fait dans le passé, ce qu'il détient. Effectivement. Mais le devoir de transparence, là, c'est aussi limité. On voit pas la pondération. C'est là où je veux en venir. Là, c'est facile de sauter de conclusion. Puis j'ai rien à gagner à protéger Mark Carney ou qui que ce soit en politique. Merci, Fabien.